The Time Machine. En l'an 356 avant notre ère, sous le ciel lumineux de la Macédoine, naquit un enfant dont le nom allait traverser les âges comme un éclat d'éclair dans l'obscurité de l'histoire. Son nom sera Alexandre, que les siècles allaient bientôt surnommer le Grand. Je vais vous présenter maintenant son histoire. Fils du puissant roi borgne et balafré Philippe II, dont la vision unifia les cités grecques sous sa bannière, et de l'ambitieuse Olympia, une mère quasi folle dont la ferveur et la volonté modelèrent son destin, Alexandre se trouva dès ses premiers pas baigné dans les mythes des héros de l'ancienne Grèce sous l'ombre des dieux. Cependant, dans cette ambiance antique, il n'y avait pas que des héros. Le père d'Alexandre était un ivrogne invétéré, n'aimant que les femmes et le vin, mais surtout la guerre. Il ne fait peu de cas de son fils, qu'il trouve faible et efféminé. Comme tout enfant de son âge, Alexandre suit des cours collectifs parmi ses camarades. Mais sa mère demandera aux meilleurs professeurs d'apporter leur science à son fils qu'elle voit déjà comme le conquérant du monde. Son éducation fut l'œuvre du plus grand esprit de son temps, et ce fut Aristote, qui, tel un sculpteur façonnant le marbre, développa l'intellect du jeune prince avec les leçons de la philosophie, de la science et de poésie. Dans les récits d'Homère, Alexandre trouva son modèle avec Achille et sa puissance incarnée. Cette icône mythique, invincible et immortelle dans la gloire devint l'idéal auquel il aspirait, et sa quête de grandeur n'eut de cesse de résonner des échos de ce héros légendaire. Son autre passion fut les chevaux, avec Bucéphale, son destrier d'un noir diamant et fougueux que seul le jeune Alexandre put dresser. Pour une fois, le roi Philippe sera fier de son fils après son exploit de cavalier. Mais l'ivresse aidant et l'arrivée d'une nouvelle femme détestant Alexandre, le roi Philippe, devenu violent envers les siens et dans un état d'ébriété avancé, répudiera son fils en public. À seulement 20 ans, la couronne de Macédoine ceignit son front après l'assassinat de son père, et il se retrouva maître d'un royaume encore fragile, mais animé par une ambition infinie. Philippe avait rêvé de conquêtes. Alexandre allait les réaliser. Cela sera la suite de Salamine 100 ans plus tard. Les armées d'Alexandre, bien que modestes, utilisèrent des lances longues, à la fois légères et rigides, embrochant l'ennemi, tout en restant éloignées de ces derniers. L'utilisation tactique de la tenaille fut aussi une des clés pour la réussite de l'issue des batailles pour les puissantes troupes guerrières d'Alexandre. Il vaincra l'invincible Perse Darius III, vengeant ainsi les affronts portés aux Grecs depuis Xerxès avec les portes chaudes, en le poursuivant dans sa fuite sans relâche, toujours plus à l'est. La tête de ce Perse finira par tomber bien que cachée aux confins du monde, mettant fin à l'humiliation hellénique. Ses conquêtes seront sans limite, et après la Perse, cela sera l'Égypte, puis il fera de Babylone sa capitale. Issos, Gaugamel. Des noms qui aujourd'hui encore portent l'éclat du génie militaire. Alexandre savait lire les champs de bataille avec une acuité sans égale. En moins de 10 ans, il abattit l'empire des Achéménides avec une stratégie de division des conquis consolidée par ses mariages et ses épousailles avec les princesses autochtones. Ses troupes, inspirées par sa présence quasi divine et son audace sans faille, le suivaient au-delà des mers, des montagnes et des déserts.
Ces insolentes conquêtes l'amenèrent jusqu'aux rives de l'Indus, où Bucéphale dut faire face, sans peur, aux pachydermes gigantesques dressés devant lui. Alexandre était un pragmatique. Pour sa vie sentimentale, Héphaïstion était pour lui un philos. Ce qui pourrait se traduire par ami ou compagnon, il aurait été aussi son amant, comme Patrocle celui d'Achille. Bien qu'Alexandre fût bisexuel, Roxane, sa princesse asiatique, restera sa préférée tout en étant mariée avec la fille de Darius III. Malgré cela, Roxane empoisonnera les 2 autres futures femmes d'Alexandre. Sous son égide, l'Orient et l'Occident semblaient enfin se rencontrer dans un croisement de cultures, de mythes et de réalités. Mais derrière ce conquérant invincible se cachait un homme dont la vie privée était tourmentée, bercée par la tragédie. Sa mère, Olympias, grande manipulatrice, restait omniprésente. Elle entretint avec lui une relation d'une intensité parfois étouffante. Mais plus que tout autre, c'est la mort de son proche ami Héphaïstion qui marquera une déchirure irréparable dans l'âme d'Alexandre. Héphaïstion, son autre moitié, plongera Alexandre dans une profonde mélancolie. Alors qu'il menait ses troupes plus loin encore, toujours plus loin, ses rêves de grandeur s'érodèrent dans la poussière des routes et la fièvre des maladies. C'est à Babylone, cette ville qui devait devenir le cœur de son empire cosmopolite, qu'il rendit son dernier souffle aux côtés de Parysatis, sa dernière femme. C'est ce petit matin pluvieux, le 13 mars de l'an 323, qu'Alexandre s'éteindra. À 32 ans, le plus grand conquérant de tous les temps, qui avait rêvé d'unifier le monde sous un seul sceptre, mourut des suites du paludisme. Ses doigts décharnés laisseront tomber sa bague à terre, ouvrant d'emblée sa succession. La mort d'Alexandre ne fut pas la fin de son empire, mais le début de sa légende. Dans les terres qu'il avait conquises, il laissa des traces indélébiles, des villes portant son nom, des idées grecques semées comme des graines dans les plaines de l'Orient, un processus que l'on appellera l'hellénisation. Il avait voulu que l'Orient et l'Occident se fondent en une seule civilisation. Et si cette fusion ne fut jamais parfaite, elle imprégna pour toujours les cultures qui suivirent. Il nous laissera pour un temps une des merveilles du monde antique, le phare d'Alexandrie, éclairant les marins. Mais surtout, la continuité du monde grec avec la dynastie des Ptolémées en Égypte. Alexandre, passant de simple roi, devint une figure mythique pour la fin du récit du monde d'avant notre ère. Il sera tantôt vénéré et tantôt détesté lors des partages notamment. Néanmoins, il sera étudié à travers les âges. Ses campagnes et ses exploits sont devenus des modèles, son charisme un sujet d'inspiration pour l'histoire. Mais surtout, la continuité du monde grec avec la dynastie des Ptolémées en Égypte. Les générations qui suivirent vénéreront Alexandre. Il incarnait l'ambition effrénée dans sa forme la plus pure, la plus noble aussi. Cette quête insatiable de grandeur, d'immortalité et de gloire. C'est ainsi que la reine Cléopâtre VII invoquera souvent la mémoire de son aïeul, non pas pour les terres qu'il avait conquises, mais pour l'esprit qu'il avait insufflé aux hommes et aux civilisations qu'il avait traversées. Cléopâtre portait d'ailleurs souvent sur sa poitrine un portrait camé-médaillon de son ancêtre en guise de respect. Le monde romain, et en particulier l'empereur Adrien, consacreront des récits complets relatés dans les premières œuvres, évoquant le grand Alexandre, bien d'autres suivront. Ainsi, dans la brume des siècles, le grand Alexandre se dresse toujours, non pas comme une simple figure de pierre dans les livres d'histoire, mais comme un géant dont l'ombre plane encore sur le monde, porteur de rêves plus grands que les empires eux-mêmes. De prince macédonien, il passera à la postérité. Et pour illustrer la succession d'Alexandre, voici l'exemple de Lysimaque, un compagnon encore vivant du grand roi, ordonnant la frappe de pièces de monnaie de bronze à l'image d'Alexandre, et par ce biais se présentant en digne successeur légitime,
il revendiquera la Thrace vers 300 avant Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce programme de la collection Grèce antique de mythes et légendes en question. Rendez-vous prochainement pour d'autres récits épiques de l'histoire du monde. The Time Machine.